quand mes parents, bien sûr, ne m'ont pas vu, qui n'avaient pas de signe de vie, mon père est descendu à Saint-Amand-Montrond, et c'est là qu'il a appris que nous avions été arrêtés les armes à la main. Donc ils ne se sont pas fait tellement de mauvais sang. Ils se sont dit, il est dans un camp de prisonniers, comme j'avais un oncle, le frère de ma mère, qui avait été prisonnier de guerre. Lui, on savait qu'il était dans un stalag. Et là, nous nous sommes retrouvés à Buchenwald. Un dimanche, on est arrivé dans l'après-midi. Nous sommes restés dans un couloir avant de passer le lendemain matin à la désinfection et puis avoir nos habits et être immatriculés, c'est-à-dire mon matricule était 80 655, qu'il fallait connaître par cœur en allemand. Et bon, voilà comment les choses se sont passées. Et quand après avoir été habillés, qu'on est sortis dans le camp, il y a des camarades qui ont pris contact avec d'autres déportés, et un de mes camarades m'a dit, il y a de la résistance clandestine dans le camp, et une dizaine d'entre nous seront appelés demain. C'était des communistes qui avaient donné leur nom à un responsable de la résistance, et effectivement le lendemain matin, une dizaine de camarades ont été appelés, ont été séparés, et ils sont restés à Buchenwald, et d'autres sont partis également dans d'autres commandos après. La plupart d'entre nous, nous avons été dans le petit camp qu'on appelait sous les tentes le camp de la quarantaine. Et donc on ne faisait pas grand-chose, on allait à la carrière de temps en temps pour transporter une pierre. Je n'ai jamais su à quoi servait cette pierre. Et alors il y avait toute une éducation, c'est-à-dire quand on allait à la carrière, il ne fallait pas prendre une trop grosse pierre parce qu'on ne pouvait pas la porter. Une trop petite, on risquait de se faire matraquer. Il fallait choisir une pierre assez convenable. Et alors l'astuce qu'il y avait, c'était par 5, quand on rentrait dans le camp, ne pas se mettre aux extrémités pour ne pas se faire remarquer. Toujours être au milieu. C'est être toujours le plus discret possible. Je n'ai pas été malade, on nous a donné des piqûres. Là, à Buchenwald, nous étions excessivement propres parce que les nazis avaient terriblement peur des maladies. Donc, et puis, entre-temps, avant de quitter Buchenwald, nous sommes encore passés à la désinfection, c'est-à-dire on nous a mis nus, il fallait donner les habits pour passer à la désinfection. Ils nous ont arrosés avec des seaux de grésil, et après, quand ils nous ont redonné nos habits, ils étaient encore très humides parce qu'ils étaient passés dans une machine pour la désinfection. Et au mois de novembre, c'est-à-dire peut-être début novembre, on nous a appelé un certain nombre et on a été dans un bloc qui s'appelait le bloc départ. Le bloc départ, on pouvait rester 1 heure, 2 heures, quelques jours, donc pour notre part, nous sommes restés une dizaine de jours et nous avons passé le 11 novembre dans ce bloc. Et avec des camarades, le 11 novembre, il y avait un petit jardinet. Nous sommes sortis pour faire 1 minute de silence et après nous sommes revenus dans le bloc. Et le 13 novembre au matin, c'était un lundi, on nous a appelés, on nous a donné un caleçon long, mais malheureusement il n'a pas tenu longtemps parce que quand on est arrivé dans notre camp que je vais vous expliquer, et donc on est arrivé dans un commando, c'est-à-dire un camp extérieur à Buchenwald. On a voyagé également là toute la journée, on est parti au petit matin, on est arrivé le soir, c'était donc un lundi 13 novembre, toujours en wagon à bestiaux, et nous avions un moral d'acier. Quand nous sommes arrivés à la gare de Langenstein, c'est un vieil Allemand qui nous a accueillis. Il n'avait pas l'air d'avoir le moral. On pensait que, bon, ça y était, que pour Noël, on serait rentré chez nous, ce qui n'a pas été le cas. Et le premier que j'ai rencontré en arrivant à Langenstein, c'est un ami que je revois encore aujourd'hui, qui est plus âgé que moi, puisqu'il a eu 90 ans au mois d'octobre l'année dernière, en 2008. Il m'a dit, vous avez bonne mine, mais tu verras dans 6 semaines comment vous allez dépérir. Je me suis dit, bon, c'est encore un défaitiste, mais tout de suite, quand j'ai vu le régime qu'il y avait à Langenstein, je me suis dit, il a parfaitement raison. La longévité dans ce camp, et de toute façon, tous les déportés, quel que soit leur motif d'arrestation, même pour les juifs, s'ils ne passaient pas, après être passés à la sélection,
s'ils n'étaient pas retenus, s'ils travaillaient, nous étions programmés pour vivre 9 mois, ce qui n'était pas le cas dans tous les commandos, puisqu'à Langenstein, la longévité maximum était de 6 mois. Le camp a eu 1 an d'existence. Nous faisions une usine souterraine, c'est-à-dire, toujours pareil, lorsqu'on n'a pas de spécialité comme moi, on faisait du terrassement, on portait des rails, on poussait des wagonnets, on déchargeait des wagons de ciment. Un sac de ciment, c'est 50 kilos, et au fur et à mesure qu'on maigrissait, le sac de ciment arrivait à peser plus lourd que nous. Mais il faut vous dire que, en réalité, nous étions des esclaves. Pourquoi? Parce que nous étions loués aux grandes firmes allemandes qui existent encore aujourd'hui et qui se sont terriblement enrichies. Pour une bonne raison, je vais les citer quelques-unes des grandes firmes, c'est-à-dire Siemens, Krupp, Volkswagen, Egenfarben et d'autres comme ça. C'est-à-dire ces firmes-là payaient tant aux nazis pour nous faire travailler. Et on revenait moins cher à nourrir que de nourrir les chiens des SS, en réalité. Et donc, il en fallait de la main-d'œuvre, et ceux qui nous faisaient travailler, c'était des contremaîtres qu'on appelait en allemand des masters, qui voulaient du rendement, et nous n'avions pas du tout l'intention de travailler pour le Grand Reich. D'ailleurs, on n'avait pas les forces, et on voulait les économiser au maximum, donc ils nous insultaient, on était très maltraités. De toute façon, le moral était primordial. Si quelqu'un perdait le moral, il perdait la vie. Et la solidarité jouait aussi terriblement quand un camarade, on voyait qu'il perdait le moral, on le réconfortait pour lui dire « tiens le coup, on s'en sortira », etc. Et j'ai un camarade qui m'a raconté, bien sûr, bien des années après la libération, dans le bloc où il était, il y avait un camarade qui chantait. Un jour, il a arrêté de chanter, il lui a dit « tiens, comment se fait-il que tu chantes plus ?» Quelques jours après, il décédait. Le moral, on pouvait le perdre très facilement. D'ailleurs, moi-même, la nuit de Noël 1944, on m'avait séparé de mes amis, de mon groupe de travail dans lequel j'étais. Je suis tombé dans un commando complètement isolé. Je peux dire que mon moral, j'ai cru que c'était mes dernières heures qui étaient arrivées. Et heureusement, le lendemain matin, quand je suis arrivé dans le camp, que j'ai raconté ce qui m'était arrivé, mes camarades m'ont réconforté, et le lendemain, j'ai retrouvé mon commando habituel. Ceux qui étaient à Buchenwald, ils ont appris l'existence d'Auschwitz et les chambres à gaz. Quand il y a eu l'exode d'Auschwitz, que les premiers déportés d'Auschwitz sont arrivés, ils leur ont expliqué ce qui se passait à Auschwitz. Et c'était la même chose pour les femmes, comme Marie-Claude Vaillant-Couturier et d'autres qui ont été déportés à Auschwitz, qui étaient des résistantes. Quand elles sont arrivées à Ravensbrück, elles ont expliqué à leurs camarades de Ravensbrück ce qui se passait à Auschwitz. Et les nouvelles, c'est comme ça qu'elles filtraient.